Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Comme chaque mercredi, il y avait ce matin un conseil des ministres à l'Élysée, un conseil qui s'est terminé d'ailleurs il y a une vingtaine de minutes, et ce conseil devait être consacré presque exclusivement aux affaires internationales. Mais au dernier moment, ce matin, M. Georges Pompidou et les membres du gouvernement ont eu, comme d'ailleurs un certain nombre d'usagers de la SNCF, une assez mauvaise surprise. En effet, le mouvement de grève, lancé lundi au dépôt d'Acher par un certain nombre de cheminots, s'est étendu, à l'appel des dirigeants de la CGT, à d'autres dépôts de la banlieue parisienne et de la province. Est-ce vraiment une surprise? Nous allons le voir dans un instant, mais d'abord faisons le point avec, en commençant par la gare Saint-Lazare, Claude Carré. En effet, mauvaise surprise ce matin pour les voyageurs de banlieue de la gare Saint-Lazare. De nombreux trains étaient bloqués par la grève lancée par la seule CGT. Dans la nuit d'hier et dans la matinée d'aujourd'hui, les arrêts de travail se multipliaient. Après le dépôt d'Acher, ceux de Saint-Lazare, Mantes, Levallois, Argenteuil et Montrouge ont cessé le travail. D'importantes perturbations sont prévues dans la journée sur les réseaux de la région ouest. Perturbations également dans le Midi. Aujourd'hui, les dépôts d'Avignon, Nice, Toulon et Marseille sont paralysés à 75%. 3 trains Paris-Vintimille sont bloqués à Marseille. Cependant, à part quelques retards dans le trafic, la situation est calme à Nîmes, Perpignan, Montpellier, Narbonne, Arles et Valence. Grève également sur les lignes de la gare Montparnasse. Ce matin, les trains de banlieue étaient rares et la ligne Paris-Dreux très perturbée. Dès hier soir, les cheminots de la gare de triage de Trappes ont cessé toute activité. Au Mans, la grève est suivie par 98% des agents. Le réseau omnibus est le plus atteint, mais d'importants retards sont à craindre sur les grandes lignes. À l'heure actuelle, certaines régions ne sont pas touchées par ce mouvement. Le service est normal dans le nord, en Alsace, dans la région de Lyon et dans les grandes villes à Toulouse, Nantes, Rennes, Rouen et Bordeaux. Cependant, si vous devez prendre le train, il est préférable que vous puissiez vous renseigner dans les gares. Pourquoi cette grève lancée par la seule CGT? Eh bien, François Got, la réponse à cette question se trouvait peut-être dès hier matin dans un article de l'Humanité, un article signé Georges Ségui. Oui, c'est exact, le secrétaire général de la CGT écrivait « Tout cela alourdit le climat social, il y a du mécontentement dans l'air, le gouvernement et le patronat seraient bien avisés d'en prendre conscience et d'examiner sérieusement avec les organisations syndicales les mesures à prendre ». Fin de citation. Ceci dit, il ne s'agit pas, Guiclès, d'une grève surprise, puisqu'en fait, la menace pesait depuis plusieurs semaines. Il est à noter que la CGT est seule à l'organiser. Les autres syndicats estiment qu'avant de déclencher un mouvement de grève, il faut aller au bout de la négociation. Or, actuellement, on négocie. Oui, c'est d'autant moins une surprise, en fait, cette grève, que les négociations doivent reprendre demain avec la direction de la SNCF. Les négociations reprennent demain et s'achèvent demain. Je vais vous expliquer en gros comment ça se passe. Vous savez que la SNCF a proposé un contrat aux fédérations syndicales de cheminots. Ce contrat porte sur plusieurs points. Salaire, 5,50% d'augmentation en 70. Durée du travail, réduction de la durée du travail, 1h30 d'ici le 1er janvier 71. Enfin, pas de limitation du droit de grève. Et en échange de quoi, la direction de la SNCF demanderait aux fédérations syndicales d'admettre que le progrès nécessite une réduction d'effectifs de 50 000 unités. Alors, actuellement, les syndicats étudient ces propositions. La CFDT et Force ouvrière, par exemple, estiment qu'il y a des éléments nouveaux, mais la CGT, d'emblée, les a repoussés en les jugeant insuffisantes. Or, c'est demain, justement, que les syndicats doivent dire s'ils acceptent ou s'ils refusent les propositions de la SNCF. En fait, ça n'a rien à dire que demain, la discussion sera extrêmement serrée, qu'il s'agit presque d'une négociation de la dernière chance. Nous suivrons bien sûr de très près ces négociations. Encore des protestataires à Bordeaux cette fois, et c'est l'ORTF qui était visé par une trentaine de jeunes gens et de jeunes filles qui tenaient absolument à s'exprimer. Hier soir, vers 19h15, dans le cadre de leur semaine d'action, une trentaine de jeunes gens antimilitaristes appartenant au comité de soutien aux Insoumis ont manifesté dans les locaux de l'ORTF, rue Lys-Gaillon à Bordeaux. Après avoir pénétré dans le bâtiment, les manifestants ont occupé durant près d'une heure les couloirs de la direction. 4 de leurs délégués ont été reçus par M. Jean Rébert, directeur régional, et M. Rémy Champenois, responsable du bureau régional d'information, qui ont entendu leurs revendications. L'occupation des contestataires semblant devoir s'éterniser, les forces de police, sous les ordres de M. Campé, commissaire central, ont évacué les jeunes gens et les ont conduits à l'hôtel de police où ils ont fait l'objet d'un contrôle d'identité.
Placés en garde à vue, les manifestants ont été relâchés ce matin. Décidément, toutes les manifestations de ce genre se ressemblent. Quelques remous à la dernière réunion du conseil d'administration du district de la région parisienne. Les conseillers ont adopté un certain nombre de mesures proposées par le ministre de l'Équipement, M. Albin Chalandon, mais le rapporteur du projet, M. Bocher, député UDR de l'Essonne, a démissionné. Enquête de Daniel Brem. Monsieur Bocher, vous étiez rapporteur au conseil d'administration du district de Paris et vous avez démissionné. Je voudrais savoir pourquoi. Eh bien, parce qu'il est venu un moment dans les discussions au sein de la majorité où, visiblement, on voulait me mettre un peu en porte-à-faux avec moi-même. J'avais pris des positions assez dures à l'égard du premier projet. J'ai obtenu, je dois le dire, et je m'en félicite, un certain nombre d'assouplissements de la part du ministre de l'Équipement qui, je crois, s'est rendu assez largement à mes raisons. Mais j'ai eu affaire à un certain nombre de collègues qui voulaient en quelque sorte rattraper le temps perdu et aller au-delà et me mettre en contradiction avec moi-même. Je préférais m'en aller, tout simplement. Il reste un point important qui n'a pas été résolu, c'est un des points de réticence que j'avais encore, qui était celui de la protection, en quelque sorte, des villes nouvelles. Ces villes nouvelles qui coûtent beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent doivent, me semble-t-il, avoir une certaine protection à leur périphérie pour éviter que des promoteurs, voire des promoteurs commerciaux, s'installent en grand nombre pour profiter des équipements payés en quelque sorte par les deniers publics et sans bourse déliée viennent faire une bonne affaire. Monsieur Poirier, président et rapporteur exceptionnel du schéma directeur de la région parisienne, explique à quoi sert ce document. C'est un document qui coordonne le développement de toute notre région, qui comporte à l'heure actuelle 9 millions d'habitants, comme vous le savez, et qui prévoit qu'en l'an 2000, il pourrait y avoir environ 14 millions de Parisiens. Il faut aussi veiller à ce que le développement urbain n'envahisse pas tous les espaces libres et les espaces verts. Il est donc nécessaire que nous maîtrisions le destin de notre ville. Et c'est pour cela que nous avons fait un schéma directeur. Et c'est pour cela que les mêmes problèmes se reposeront ailleurs. Les mêmes problèmes se reposent déjà ailleurs, et certaines grandes métropoles françaises, comme Marseille par exemple, sont désormais dotées d'un schéma directeur. Bon, alors, pouvez-vous prendre un exemple précis sur cette carte? Le grand mal à éviter, c'est que se développe autour de Paris une espèce de croûte d'urbanisation et de maisons. D'où l'idée de concentrer les développements sur un certain nombre de points forts. Vous les voyez ici, Trappes, Cergy-Pontoise, la ville nouvelle de la vallée de la Marne, le Grand Melun de Demain et Évry-Petit-Bourg. C'est autour de ces 5 centres que doivent normalement se reporter les principales activités et les principaux centres d'habitat de la région parisienne. Pour éviter quoi? C'est que les habitants, de plus en plus nombreux, ne soient obligés de traverser et de franchir des distances extrêmement considérables pour se rendre de leur maison à leur lieu de travail. Autrement dit, il faut synchroniser les moyens de desserte et de transport avec le développement de l'habitat. Prenez par exemple Cergy-Pontoise, ville nouvelle, où l'on vient d'inaugurer une nouvelle préfecture. Eh bien, il faudra, et c'est ce que nous comptons faire dans le cadre du 6e plan, il faudra développer des moyens de transport en commun et des autoroutes qui raccordent Cergy-Pontoise à Paris. Mais il faudra aussi éviter que l'on soit obligé de passer par le centre de Paris, de manière à ce que l'ensemble ne soit pas véritablement enquisté. Et pour cela, il faudra organiser un véritable polycentrisme pour que toute la vie urbaine de l'an 2000 se passe dans des espaces beaucoup plus ouverts et beaucoup plus vivants que ce qu'a été la banlieue de l'entre-deux-guerres. Et est-ce que vous pensez aux poumons de ceux qui vont habiter par là? À la sortie du nouveau métro express régional qui va être inauguré à Boissy-Saint-Léger, c'est là que M. Chalandon espère acquérir, en faisant jouer les mécanismes de la loi foncière, acquérir 3300 hectares de parcs pour réaliser quelque chose qui serait le premier grand parc public créé depuis une centaine d'années dans la région parisienne, à 2 pas de la capitale. L'une des grandes innovations du schéma directeur qu'il faut aussi souligner, c'est la création de bases de loisirs. Ça intéresse évidemment tous les 14 millions de personnes qui vont habiter à l'intérieur de cette région. Mais il faut que cette région ait des axes de communication. Vous me direz, il y a déjà des autoroutes avec l'ensemble des autres régions de France. Alors est-ce que là aussi le schéma directeur fait des prévisions? Il y a une petite contradiction, effectivement, entre le schéma directeur qui était pensé uniquement à l'échelle parisienne au démarrage et qu'on n'a pas raccordé avec le reste de la France. Et c'est pour ça que vous assistez maintenant à une sorte de conflit entre les tenants du schéma directeur, les Parisiens qui sont violemment parisiens, et le ministère qui, par vocation, s'occupe de l'ensemble de la nation. Et c'est ainsi qu'on a pu contester la nécessité de faire cette autoroute que vous voyez ici, qui raccorderait Paris à Poitiers et ultérieurement à Bordeaux. On l'a contesté. Pourquoi? C'est parce que les grands axes de développement de la région parisienne, tels qu'ils figurent au schéma directeur, ne comportent aucun développement urbain du côté de cette autoroute qui irait dans le sud-ouest de la France. Et ici, pour nous, c'est le désert, c'est le no man's land. D'où l'idée qu'il n'est pas opportun pour nous de
financer sur les crédits de la région parisienne une autoroute qui dans le fond est une autoroute nationale, ni même son raccordement à l'intérieur de Paris, car pour nous il y a d'autres priorités qui sont le développement des moyens de communication desservant ce qui pour nous est notre avenir. Au fond, ce schéma directeur, jusqu'à présent, c'était un peu la lettre au Père Noël, on demandait tout ce qu'on souhaitait. Maintenant, eh bien, c'est devenu une page avec des additions correspondant aux possibilités financières en fonction des besoins présentés par les élus de la région parisienne. Ce sera peut-être plus efficace. À l'Élysée, hier soir, c'était soirée de gala. 60 ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, chargés d'affaires étaient les invités de M. et Mme Pompidou. Les diplomates du Moyen-Orient, d'Iran, d'Irak, de l'Arabie Saoudite, de l'Afghanistan, ainsi que les représentants des États de l'Amérique du Sud, les ambassadeurs du Mexique et d'Espagne, ceux des pays d'Extrême-Orient, ainsi que les ambassadeurs de plusieurs États africains, étaient hier soir, parmi d'autres délégations, une soixantaine environ, les hôtes d'honneur du second dîner offert par M. Georges Pompidou. C'est dans le salon des ambassadeurs que le président de la République, en habit, la poitrine bardée du grand cordon de la Légion d'honneur, et Mme Pompidou ont accueilli les diplomates. Parmi les invités, outre les membres du gouvernement français, vous allez voir M. Alain Poher, se trouvaient les représentants des quatre grands, M. Wang Shen, ambassadeur de Chine populaire, M. Sergeant Shriver, ambassadeur des États-Unis, Christopher Soames, représentant de la Grande-Bretagne, et M. Valerian Zorin, que vous allez voir également, ambassadeur de l'Union soviétique. La table était dressée dans la petite salle des fêtes du palais présidentiel. Elle comptait pour ce prestigieux dîner 196 couverts. Une nouvelle venue de Bonn domine ce matin les affaires internationales. M. Willy Brandt, le chancelier d'Allemagne fédérale, a accepté en effet l'invitation de son collègue allemand, M. Willy Stoph. La rencontre entre les deux chefs de gouvernement allemands aura lieu à Berlin. C'est un événement considérable. Elle aura lieu, cette rencontre, dans la deuxième semaine de mars, vraisemblablement, et c'est un événement très considérable, car c'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945 donc, qu'une rencontre a lieu entre les deux chefs de gouvernement allemands. Au Proche-Orient, une semaine après le bombardement de l'usine d'Abu Zabal, on assiste aujourd'hui à une offensive diplomatique des dirigeants israéliens pour arriver à une solution négociée du conflit. Deux volets à cette offensive, tout d'abord celle de Mme Golda Meir, le Premier ministre israélien, qui devant la Knesset a déclaré « Nous proposons des négociations entre égaux et dans le plein respect des souverainetés nationales ». Mme Meir a ajouté « Nous sommes prêts à respecter le cessez-le-feu, mais il faut que Nasser le respecte également ». Deuxième volet à cette offensive, M. Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères israélien, se trouve en visite à La Haye, où il a rencontré M. De Jonck, le Premier ministre néerlandais. M. Abba Eban a proposé que soit organisée une conférence internationale avant même que la paix ne soit rétablie au Proche-Orient. Cette conférence devra résoudre le problème des réfugiés palestiniens. Il s'est cependant prononcé contre le retour pur et simple des réfugiés en territoire israélien. M. Abba Eban a également déclaré « Nous sommes disposés à négocier tous les points en litige ». Mais pour M. Tante, le secrétaire général des Nations Unies, la situation est de plus en plus préoccupante au Proche-Orient. Après avoir reçu à New York M. Hotbull, le chef des observateurs des Nations Unies, il s'est entretenu à Genève avec M. Gunnar Djarin, celui qui fut pendant plusieurs mois, mais sans résultat, le médiateur entre Israéliens et Arabes. M. Tante lui a demandé de reprendre sa mission. En Israël, les commandos palestiniens continuent à attaquer les moshav et les kibbutz. C'est ainsi qu'un obus de Katyusha est tombé sur l'une des maisons de Dishon, ne causant que des dégâts matériels. Mais c'est toujours sur le canal de Suez que la situation est la plus vive. Aujourd'hui, l'aviation égyptienne a attaqué à 2 reprises des positions israéliennes près d'El-Kantara. Tel Aviv affirme qu'il n'y a aucune victime. La visite à Londres de Monseigneur Marty, l'archevêque de Paris, n'a pas plu à tous les Anglais. Tout cela parce que le prélat français a été reçu par la reine Élisabeth d'Angleterre. Et c'est ainsi qu'on a vu fleurir des slogans « À bas les papistes, à bas la papauté » devant les grilles de Buckingham Palace. Voici ces Anglais qui protestent contre la venue de Monseigneur Marty. Gros incendie cette nuit dans la région parisienne, à Bezons, dans la banlieue de Paris. Cette nuit, les pompiers de toutes les casernes du Val d'Oise ont été mobilisés pour combattre un gigantesque incendie à l'usine La Cellophane. Des flammes de plusieurs dizaines de mètres, une fumée opaque, c'est ce que l'on pouvait voir cette nuit à Bezons. Il a fallu plus de 10 heures d'efforts aux pompiers pour se rendre maître du feu qui s'est déclaré ce matin vers 1 heure dans une usine de textiles synthétiques et artificiels de Bezons. 10 heures de lutte acharnée pour 100 pompiers qui avaient mis en batterie 25 grosses lances et 4 lances à grande puissance.
Actuellement, les pompiers sont maîtres du feu, mais le feu n'est pas encore totalement éteint et ne le sera probablement pas avant le milieu de l'après-midi. C'est dans un bâtiment où sont stockées des cuves de solvant que l'incendie s'est déclaré. 2 des cuves ont explosé et rapidement le feu s'est communiqué à 2 autres bâtiments. Ces bâtiments où sont entreposées 3000 tonnes de matières inflammables servant à la fabrication du plastique se sont effondrés et c'est au total une superficie de 4000 mètres carrés qui a été ravagée. Cet incendie gigantesque dont on ne connaît pas encore les causes n'a fait heureusement aucune victime. Nous allons parler sport dans un instant, mais d'abord 2 petites communications. Tout d'abord, la direction de l'électricité de France nous demande de signaler que toutes les personnes qui, dans le Cotentin, dans les régions où l'électricité n'a pas encore été rétablie, se servent d'un groupe électrogène, l'EDF leur demande de téléphoner à l'EDF pour leur signaler. C'est pour une raison technique, une raison de sécurité, m'a-t-on dit. D'autre part, François Gau, je crois que vous avez des dernières nouvelles sur la grève de la SNCF. Oui, il s'agit d'un communiqué du syndicat national des usagers des transports. Je cite, « Soucieux de défendre les intérêts des usagers, le SNUT regrette une fois de plus que les grèves se soient déclenchées à l'improviste à la SNCF, mettant dans le plus grand embarras de très nombreux travailleurs subitement privés de leurs moyens de déplacement habituels. » Je crois que c'est un point de vue qu'il fallait préciser, Guy Claes. Sport donc, une victoire française en basket hier soir à Vichy. Le club local de Vichy donc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des Coupes de basket européen en battant l'équipe belge du Standard de Liège. Quart de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en basket hier dans la salle des Ailes à Vichy. Skoll marque pour les Thermaux que nous reconnaissons en blanc face au Standard de Liège à droite, maillot sombre. Au match aller en Belgique, le score avait été nul, 95 partout. Mais devant 2000 personnes, les Vichysois vont prendre le match en main après 10 minutes de jeu. Cette attaque Steniers-Vronen ne va rien donner. Le contre local sera rapide, efficace. Tentative de Bennett sur service Jacquemot. Robertson est là pour marquer un nouveau panier. 13 points d'écart donc à la mi-temps. La zone presse de Vichy a fait son effet. Villela met Steniers sous les teignoirs. Et sans leur passeur, les Convica, Schrappen ne font pas la loi dans les 2 raquettes où le trio Skoll, Bennett, Robertson et Roy. La balle tourne vite à la Jave. Et après ces combinaisons Besson, Bennett, Jacquemot, Robertson, Bennett l'unique est à la conclusion. Les poulains d'Andriašević ont fait le trou, jusqu'à 34 points d'écart. On ne reconnaît plus les Belges accablés. Certes, Andriašević peut respirer. La qualification est là, tout réussi à Vichy, qui va encore marquer par Skoll très brillant. 78-53, Vichy se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe d'Europe. Oui, c'était effectivement les demi-finales et non pas les quarts de finale, comme je l'ai dit. Jacqueline Alexandre, pour commencer cette partie magazine, je crois que vous avez une bonne nouvelle à annoncer aux automobilistes parisiens. Oui, ils seront très contents. Si vous empruntez l'autoroute du Sud, vous aurez l'occasion d'expérimenter un nouveau système de délestage en cas d'embouteillage. C'est un reportage de Jean-Pierre Delgado. Nous allons voir tout d'abord, présenté par Michel Toulouse, une nouvelle berline lancée sur le marché automobile. Et oui, une nouvelle naissance dans la classe des berlines moyennes. Son père, le groupe Roots, dont dépend Sunbeam, l'a baptisée Avenger, Vengeur. Elle est d'une génération où la concurrence est vive. Ses petites camarades, Renault 12, Peugeot 304 ou Ford Escort, l'attendent de pied ferme. La nouvelle-née pèse 860 kg, elle peut avoir 2 moteurs, un 1250 ou un 1500 cm3. Et puisqu'il faut tout prévoir, en cas d'accident, la carrosserie se déforme en absorbant le choc. Et bien que ce Vengeur vienne d'un pays plat et froid, c'est à Malte que la petite dernière de chez Roots, cousin des Chrysler, a fait sa première apparition. Malte peut-être pour caler les qualités guerrières des chevaliers afin d'affronter la concurrence et leur générosité quant à sa capacité intérieure. Et peut-être verra-t-on cette nouvelle automobile sur l'autoroute du Sud en Bourgogne au moment des vacances. Bourgogne qui sera peut-être la région la moins embouteillée de France grâce à l'électronique. Sur les routes à forte densité de circulation sont placés des palpeurs, incrustés au bitume sous forme de fils magnétiques et reliés à des capteurs.
Ces capteurs transmettent par ondes courtes à un ordinateur situé au PC de l'autoroute de Pouilly-en-Auxois les renseignements concernant la densité de circulation, l'état des routes et tous les impondérables qui pourraient rendre difficile l'écoulement des véhicules. Si par exemple l'autoroute A6 est très encombrée, l'ordinateur effectue lui-même, sans l'aide de l'homme, les changements de direction nécessaires sur la Nationale 6 par exemple. Toutes les opérations effectuées par l'ordinateur sont reçues par Telex au PC de l'autoroute où elles sont interprétées en clair, ce qui permet aux responsables de la circulation de rectifier si l'ordinateur fait une erreur. Et pour les automobilistes, voici de manière concrète comment leur apparaîtra l'opération Pouilly, changement à vue des panneaux indicateurs sur l'autoroute permettant le dégagement sur des routes moins encombrées. L'opération Pouilly peut être un remède contre les crises de nerfs au volant. La maison individuelle favorise un style de vie que le Français apprécie profondément. Cela correspond à son besoin de liberté, d'indépendance et d'intimité, malgré les servitudes que cela implique. Voici un reportage de France Guérité et des images de Serge Valdener. 1000 maisons individuelles, dont vous voyez ici quelques maquettes, seront construites en 3 ans sur l'ensemble du territoire français par 7 groupes retenus au terme des épreuves du concours de la maison individuelle lancé le 31 mars 1969 par M. Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du Logement. Ce concours devait permettre de rendre la maison individuelle accessible au plus grand nombre, aux travailleurs, aux jeunes ménages, et d'autre part devait favoriser la naissance d'un nouvel urbanisme. C'est ainsi que des villages de maisons individuelles seront construits notamment dans la région parisienne, ainsi que dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le Midi. Cela semble correspondre au goût des Français qui, pour une majorité d'entre eux, souhaitent ou préfèrent habiter en maison individuelle, ceci principalement pour des raisons familiales. Madame, il y a longtemps que vous habitez ici? Il y a 3 ans. Et vous avez choisi de vivre dans un pavillon? Oui, parce qu'au point de vue des enfants, c'est beaucoup plus agréable, ne serait-ce que de pouvoir les laisser se promener en plein été ou de les mettre lorsqu'ils sont tout petits dans leur voiture et de les laisser dormir, que de les descendre dans la rue lorsqu'on est en appartement et de les mettre au contact des voitures. Et puis malgré tout, pour le mari, lorsqu'il rentre le soir, s'il est dans un bureau, il est agréable de pouvoir rester dehors le soir tard, qu'en appartement il n'est pas possible, même si on a un petit balcon. Monsieur, il y a longtemps que vous habitez ici? Alors, oui. Il y a 2 ans et demi. Et pourquoi avez-vous choisi de vivre dans une maison individuelle? Eh bien, nous avions eu envie avec ma femme d'avoir de la place d'abord, ce qui est très important, d'avoir un petit peu d'espace vital pour les enfants. Nous avons un petit jardin. J'avais très envie de pouvoir garer ma voiture le soir, la nuit, le jour, à n'importe quelle heure. Et évidemment, c'est très facile avec un pavillon. Quels sont les inconvénients? Y en a-t-il? Oui, il y a des inconvénients, oui. Il faut entretenir sa maison, évidemment. Alors il faut être peintre, faire un peu de menuiserie. Nous avons même fait le carrelage de la salle à manger, ma femme et moi, au mois de septembre. Il faut toucher un petit peu à tout. Comment vous organisez-vous dans votre vie quotidienne, les courses, etc.? Le fait d'habiter en pavillon, oui, pose des problèmes pour les courses, parce que nous n'avons pas de commerçants à proximité. Alors, personnellement, je faisais le marché 2 fois par semaine quand je ne travaillais pas. Depuis que je travaille, je le fais 1 fois par semaine. Et 1 fois par mois, je prends mon épicerie et tout ce qui peut faire le mois, quoi. Et d'autre part, est-ce que vous avez beaucoup de relations avec les personnes de votre rue? Est-ce que vous vous connaissez? Alors, nous nous voyons surtout l'été, parce que tout le monde est à l'extérieur, tout le monde travaille son jardin le samedi. Et le dimanche, on se parle volontiers. On vit pas mal dehors l'été. Alors, on a beaucoup plus de relations avec les voisins. Il est sûr que l'hiver, on se voit très peu. Jean Ornezano, conseiller psychologique à l'école des parents. Anne-Marie Coutreau, rédacteur en chef de la revue de l'école des parents. En France, on dit quelquefois que les grandes villes sont des immenses banlieues peuplées d'anciens paysans. Et c'est pas pour rien que l'ancien paysan a besoin de retrouver sa terre. Et dès qu'il le peut, même dans un immeuble collectif, s'il peut avoir une résidence secondaire ou un petit jardin annexe, il choisit cela. L'attachement à la terre, ça a une certaine importance. Oui. Moi, je crois que c'est plus tellement la terre. Enfin, oui, peut-être l'attachement à la terre, mais je crois que
le Français, enfin l'homme en général, ou la famille, si vous voulez, a besoin d'un certain espace pour vivre. Et s'organiser à l'intérieur de cet espace, selon son propre rythme familial, selon ses libertés. Ses tendances. Enfin, c'est une façon pour elle d'exprimer une certaine liberté. On se sent insécurisé dans ce monde qui nous oppresse un peu dans le monde du travail, tandis que là, on va retrouver des valeurs affectives, des valeurs familiales. Et la famille va peut-être, espère-t-on, plus se retrouver. Quand les gens se sont fixés, ont planté leurs cerisiers, ils tiennent à y rester, à s'enraciner et à manger leurs cerises. Et on peut penser que ça va à l'encontre d'une certaine mobilité et de l'emploi et de l'habitat que cette fixation à la maison individuelle. Il semble que la structure familiale s'améliore dans la maison individuelle. Mais enfin, c'est peut-être une vue de l'esprit, enfin c'est peut-être simplement en nous, enfin que la maison individuelle correspond à quelque chose que nous souhaitons profondément, mais que nous pourrions peut-être trouver dans un immeuble collectif aussi. C'est une question d'éducation beaucoup, et c'est aussi une question de tradition. Le débat reste ouvert. Michel Tardieu, vais-je gagner en bourse de quoi m'acheter une maison individuelle? J'aurais voulu vous rassurer, Jacqueline Alexandre, parce que je vous sens anxieuse de voir comment évolue votre portefeuille, mais je dois avouer que la bourse, encore aujourd'hui, s'effrite. Ce n'est pas très étonnant parce que nous sommes à la séance de la réponse des primes, c'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté des primes pendant le mois boursier doivent dire s'ils les lèvent, c'est-à-dire s'ils prennent livraison des titres qu'ils ont achetés, ou si au contraire ils abandonnent leurs primes. Et comme la bourse a baissé depuis une quinzaine de jours, beaucoup